Voyage en récit Louis Saillant. et Geoffroy Scrive. Eh bien, Louis Saillant, ou plutôt exactement capitaine, parce que vous êtes lieutenant de vaisseau donc dans la marine française, encore pour quelques mois. Vous êtes commando de marine. Vous avez été le commando Trépel, si je ne m'abuse. Les commandos donc, qui sont essentiellement basés à Lorient, avec Plainfontainhau, il y a Trépel, Jaubert, Pontchardier, Montfort. Vous avez été déployé sur certains théâtres d'opération que les Français connaissent bien aujourd'hui, ne serait-ce que par les médias, donc notamment au Sahel, au Mali. Et de cette expérience qui a duré une dizaine d'années, vous avez récemment publié donc ce merveilleux livre intitulé Chef de guerre, au cœur des opérations spéciales avec un commando marine, publié aux éditions Mareuil. Et nous allons parler dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère de cet ouvrage, de sa conception, de son écriture, et puis de vos projets actuels par rapport à ce que vous avez pu écrire ici. Vous avez été très demandé, très sollicité par les médias actuellement, que ce soit la presse écrite. On peut citer par exemple un article dans le Figaro. Vous avez été sollicité par des chaînes télévisées, par de nombreuses radios. Suite à ces discussions à l'antenne, sur les réseaux, en direct, si j'avais une première question, à la suite de tout ça et de ces 10 ans et de ce livre, de quoi aujourd'hui voudriez-vous parler ? Le thème principal duquel j'aimerais parler au travers de ce livre, qui est un livre d'aventure, essentiellement un livre d'action et d'aventure, je tiens à le rappeler parce que c'est vraiment le cœur du livre, c'est la responsabilité que l'on m'a appris à prendre dans les armées et qui a pu devenir un petit peu le fil conducteur de mon engagement pour la France. Et c'est quelque chose qui, je pense, manque cruellement aujourd'hui à beaucoup de jeunes, notamment, pour qui ce grand et vaste et douloureux monde présente énormément d'obstacles. Donc cette responsabilité, elle nous incombe en tant qu'homme, pour gérer à la fois sa vie, celle des autres quand on a une famille, la direction d'un pays, la direction d'une entreprise. Ce mot fait défaut aujourd'hui, c'est un peu la crise de la responsabilité par rapport à un monde qu'on voudrait aseptiser, surtout dans ce contexte de Covid, mais voilà, on nous présente un monde pétri de facilité, aseptisé, et en fait la responsabilité est un petit peu malmenée, si on peut dire, un peu évincée de nos vies. Disons qu'on entend beaucoup aujourd'hui parler de nos droits. On entend beaucoup parler de nos droits, on entend beaucoup parler de ce à quoi on a droit. Et malheureusement, on n'entend jamais parler de nos devoirs. Or, il se trouve qu'on n'échappe pas à nos devoirs, ou tout du moins si on essaie d'y échapper, ça tourne généralement court pour nous. Alors je m'explique parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu abscon, mais en fait il se trouve que ce monde est malheureusement pétri de douleur. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on va se retrouver face à la question de la souffrance, que l'on soit chef d'entreprise, comme vous disiez, qu'on soit sportif de haut niveau, SDF, on a tous notre lot de douleurs inévitables. Et je trouve que, alors moi c'est une question qui m'a beaucoup travaillé pendant quelques années, je me disais effectivement pourquoi la douleur dans ce monde, pourquoi. Et en fait je me rendais compte que en poursuivant les objectifs individuels que l'on nous fait miroiter, le bonheur, le confort de vie, le pouvoir d'achat, des choses comme ça, bah en fait, ça ne comble pas, ou tout du moins, ça n'aide pas à endurer cette souffrance. Et lorsque j'ai appris à prendre mes responsabilités, étant jeune, bien sûr, mais lorsque cette conviction s'est renforcée en entrant dans l'armée, en fait, j'ai découvert que le seul paratonnerre, la seule protection, qui est une protection bien sûr qui est faillible, puisque la souffrance est inévitable, mais la seule chose qui peut nous sauvegarder de devenir des êtres tourmentés et enclins à une forme de désespoir qui nous transforme dans des grands dépressifs alcooliques, et bien en fait c'est le fait de prendre des responsabilités. Si vous prenez des responsabilités, il est inévitable que vous deviendrez meilleur dans ce que vous êtes et que les souffrances auront à ce moment-là un sens. Et c'est ça en fait qui sauve l'homme, c'est de donner un sens aux souffrances que l'on endure tous, partout, tout le temps. Alors, la responsabilité passe aussi peut-être par l'exemplarité. Vous en parlez dans votre livre en page 46, quand vous écrivez « Nous devions seulement prouver que nous étions capables de faire la même chose que les autres.
Alors, est-ce que justement cet apprentissage par l'exemple, ça vous a marqué? Est-ce que c'est aussi un gage de qualité et d'humilité? Est-ce qu'il faut cette exemplarité entraîne-t-elle une humilité à acquérir pour justement devenir responsable? Et cette responsabilité, deuxième pan de la question, l'avez-vous euh, exercée lors de vos opérations, notamment lorsque vous prenez la décision de... Je sais que vous êtes revenu largement sur cet épisode dans les réseaux, mais lorsque vous prenez la décision de soigner ce combattant que vous aviez capturé, au risque d'écouler du matériel qui vous aurait été nécessaire ensuite. Alors, je pense que l'humilité est une part importante de la responsabilité, puisque lorsqu'on est responsable, ce n'est pas une constante que l'on se donne, c'est quelque chose qui est mouvant, c'est quelque chose qu'il faut renouveler tous les jours. Lorsque l'on s'engage par exemple à un métier, on dit voilà, je m'engage à venir travailler dans cette entreprise, il va falloir que tous les matins, c'est pas un engagement un jour qu'on fait, c'est tous les matins, lorsque le réveil sonne, à ce moment-là, on prend la décision de respecter son engagement, donc on reprend cet engagement. Et donc c'est quelque chose qui est renouvelé tous les jours et qui change tous les jours. C'est-à-dire qu'on va changer de collègues, on va changer d'environnement, les hommes changent, et donc il va falloir s'adapter à chaque fois, et donc il va falloir se remettre en question, et donc avoir une certaine humilité pour accepter que ce que nous avions fait hier ne sera peut-être pas adéquat pour ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc accepter de ne pas rester dans un canevas facile, même si je crois beaucoup dans la vertu de la routine. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour l'homme d'avoir des routines. Mais pour autant, il faut savoir aussi s'adapter au monde et ça demande de l'humilité, ça demande de se remettre en question tout simplement. Et après, dans l'exemplarité, effectivement, ça recroise ce phénomène d'humilité. C'est-à-dire que si on veut générer quelque chose chez des hommes, pour générer l'engagement de certains, il faut que l'homme puisse se projeter. Et donc à ce moment-là, il convient bien sûr d'offrir quelque chose de viable dans la projection. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Tout le monde sait très bien, de l'enfant de 5 ans jusqu'au grand entrepreneur, tout le monde sait très bien que ça ne fonctionne pas. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est l'exemplarité. Je parlais récemment avec des gens qui travaillent dans le BTP, donc dans le bâtiment, qui sont un ensemble de métiers qui sont quand même assez durs, hein, où physiquement on est très éprouvé. Et les gars me disaient que quand ils pensaient à leur... c'était des gars qui travaillaient dans une entreprise de ciment. Voilà. Et quand ils pensaient, ils parlaient de leurs chefs, des différents chefs qu'ils avaient eus. Le seul qui leur revenait à l'esprit et qui les marquait systématiquement, c'était celui qui, le jour où il y avait eu des délais dans la livraison de ciment, était sorti de son bureau en petite chemise, alors que tous les autres étaient équipés, bien sûr, avec des vestes, des bleus de travail, des codes de travail adaptés. Et lui était sorti en chemise, était retroussé les manches, et avait pelleté du ciment toute l'après-midi avec les gars pour faire avancer le chantier. L'exemple leur était resté dans l'esprit, et ça faisait peut-être 10 ans qu'ils étaient dans l'entreprise, c'est le seul exemple qu'ils retenaient de leur chef. C'était la seule chose qui les avait marqués. Tout le reste, les bonifications, les bons points, les mauvais points, les punitions, etc., rien n'arrivait à la cheville de ce gars qui était sorti de son bureau en chemise, qui avait ruiné sa chemise par ailleurs, parce que le ciment c'est assez corrosif, hein, ça brûle les vêtements. Et du coup, il avait ruiné sa chemise, sa belle chemise de travail, mais les gars avaient gardé cet exemple en tête. Est-ce un éloge de l'action? Je m'explique. Plus tard dans le livre, vous dites il m'arrivait de ressentir de la compassion pour des prisonniers que nous avions pris les armes à la main. J'avais une forme de respect pour ces combattants. Ils luttaient pour un idéal auquel ils croyaient, aussi abject et insensé soit-il. Ils avaient au moins le courage de se battre, contrairement aux lâches qui posaient des mines et se dissimulaient derrière des populations civiles. Je n'étais pas pour autant naïf. Je savais que ceux qui nous tiraient dessus et ceux qui posaient des explosifs pour estropier les soldats étaient souvent les mêmes. Là, il y a une dualité qui s'exprime entre l'action d'un côté et la passivité de l'autre. Faites-vous l'éloge de l'action et quelles limites se donner pour ne pas tomber dans l'activisme, que ce soit ici militaire ou que ce soit dans d'autres domaines comme la politique? Alors, je pense qu'effectivement, il y a une vertu dans l'action qui est celle de nous connecter au monde réel, obligatoirement. Quand on est actif, on se confronte aux éléments, on se confronte au monde, on se confronte aux gens. Et donc, on a une réflexion qui est calibrée au vrai monde. Et c'est le danger des réflexions qui sont parfois un peu idéalistes et donc qui sont conçues dans des antichambres où il y a très peu de contact avec la réalité. Maintenant, faire la différence entre l'action et l'activisme, je pense qu'on aurait besoin de définir l'activisme d'abord, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait tous la même définition pour pouvoir faire la comparaison correctement. Par rapport à l'action, justement, si on essaye de revenir sur ce mot-là, d'un point de vue militaire, la France vous envoie, à la réponse d'ailleurs de la demande du Mali en 2013, je prends le cas du Mali,
Vous arrivez là-bas avec vos hommes, peut-être plusieurs fois, enfin en tout cas plusieurs groupes de commandos se sont succédés. On sait que certains n'en seront jamais revenus. Vous avez même pu vous-même participer aux cérémonies aux Invalides. Mais aujourd'hui, par rapport à ce mot-là, de l'action et du champ politique, quel est le but en fait? Est-ce qu'il y a un plan? Et comment vous le discernez une fois sur place? Est-ce que vous vous posez la question de savoir, bon, on engage notre vie pour qui, pourquoi et pour quelle vision à long terme? Donc si je résume la question, c'est est-ce qu'il y a une vision dans nos conflits actuels, c'est ça? Je pense qu'il y a deux niveaux de lecture dans cette question-là. Quand on est engagé sur le terrain, comme j'ai eu le privilège de l'être au sein des armées, on n'a pas beaucoup de questions à se poser parce que l'ennemi est bien identifié en face. C'est un ennemi qui est bien défini, qui a des mœurs qui sont absolument barbares. C'est un ennemi qui est tout à fait méprisable. Et donc je pense qu'il ne faut pas avoir d'hésitation quant aux actions que l'on mène contre cet ennemi. Elles sont parfaitement légitimes où que nous les menions. Maintenant, effectivement, quand on entreprend quelque chose d'aussi grave que d'emmener un pays dans la guerre, on ne peut pas y aller le cœur léger. Et il faut avoir, à ce moment-là, une vision extrêmement développée, une réflexion extrêmement profonde sur la stratégie que vous voulez appliquer à votre conflit. Et donc ça doit couvrir tous les domaines, bien sûr, que ce soit la gestion de l'ennemi, mais aussi la gestion du risque, la gestion dans le temps, dans l'espace, la gestion des populations. Tout ça doit être géré avec autant de détails que possible. Faire la guerre, c'est pas quelque chose d'anodin. Et donc cette vision, elle est absolument nécessaire quand on fait la guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas complètement remplie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision à proprement parler de ce que l'on veut faire à long terme. À court terme, on sait ce qu'on fait. Enfin, on le fait très bien, et c'est ce qu'on demande de faire aux armées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à J plus 1, J plus 2, J plus 3? Enfin, vers quoi est-ce qu'on va? Et s'il y a des essais qui sont menés avec le G5 Sahel, mais qui ne portent pas de fruits, quelle est l'option B? Quel est le plan B? C'est ça qui est intéressant aussi de savoir. Et ça, malheureusement, j'ai peur de ne pas avoir la réponse aujourd'hui. Peut-être ce manque de vue sur le long terme peut-il découler un manque de confiance, que ce soit envers une institution, envers un objectif ou envers simplement un soldat envers son chef. Je pense à ce passage dans votre livre. Dans un tel scénario, rien n'est prévu, ce qui laisse place à une grande part d'improvisation. Mais nous avons confiance les uns en les autres, nous sommes formés pour cela, nous avons confiance les uns en les autres. Alors, peut-être est-il plus facile d'instaurer cette confiance dans un petit groupe, peut-être est-il plus difficile de l'instaurer au sein d'une nation. Il suffit pour cela de se rappeler qu'on a une élection présidentielle tous les 5 ans, où la plupart des débats tournent quasiment à la guerre civile. Enfin, j'extrapole, mais on se demande quelle est la place de la confiance aujourd'hui dans notre société. On a parlé de la responsabilité, on a parlé aussi d'un monde un petit peu aseptisé où on veut croire que tout est facile. Et en même temps, quelle est la part qu'on accorde encore à ce mot-là de la confiance dans votre groupe? Comment ça se matérialiser? Et quel est votre sentiment quand vous revenez d'une telle opération en métropole par rapport à ce qu'on vit ici et ce que vous avez pu vivre là-bas? Il y a clairement un certain décalage, puisque le fait d'aller à la guerre avec un groupe, avec des camarades, en fait, c'est quelque chose qui crée des liens un petit peu indicibles. Donc je ne mettrai pas ça sur le même plan. Néanmoins, je suis obligé de remarquer qu'un pays comme le Japon, par exemple, qui n'a aucune ressource naturelle, a une des premières économies au monde. Et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et comment et sur quoi s'appuie cette économie-là? Elle s'appuie sur une chose, sur la confiance. L'économie japonaise s'appuie essentiellement sur la confiance qui règne dans la société japonaise. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est complètement faisable. Au cours de notre histoire, on a eu des périodes où la confiance régnait au sein du peuple français. C'est quelque chose qui peut revenir. Maintenant, ça a des conditions. Il y a des conditions à la confiance. Une des premières conditions que nous, on avait dans le groupe, c'est d'être orienté vers la même mission. Déjà. C'est d'avoir le même objectif. La même communauté de destin. Terme que j'aime bien, puisqu'il veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que quand on part au combat, on accepte tous de lutter contre un ennemi bien identifié, qui est commun à tous, et personne ne nous fera défaut quand on ira au combat. Et ça, c'est ce qu'on peut voir dans certaines sociétés. Il y a des sociétés où toute la société est tournée vers un objectif commun, et tout est fait dans cette société, toute la mécanique, toutes les opérations, toutes les actions sont là pour aller vers cet objectif commun.
Et donc c'est ça, c'est autour de ça qu'on peut avoir une confiance qui va se développer, où vous avez une personne qui va venir et qui va dire écoutez, moi je veux bien adhérer à votre objectif, je veux bien adhérer à l'orientation que vous avez donnée à votre société, et il rentre à ce moment-là dans la grande mécanique de la confiance. Avec cette confiance, j'aimerais revenir sur le terme d'engagement, puisque vous engagez vos hommes, vous engagez votre vie quand vous êtes sur le terrain, face à un ennemi. Vous vous faites tirer dessus, vous répondez, vous arrivez à en capturer, vous en tuez parfois. Parfois, on vous demande même parfois de ne pas intervenir, ce qui est encore au-delà de certaines... qui est quand même très difficile parfois à admettre. Mais cet engagement qui a été le vôtre et celui de vos hommes, permet-il ou aide-t-il à lutter contre ces peurs? Ou est-ce qu'il faut d'abord éteindre sa peur pour pouvoir s'engager? Comment la peur est-elle gérée? Peut-elle s'intercaler dans ce type de mission et dans ce type de métier pour les jeunes qui nous écoutent et qui voudraient gagner ces rangs-là? Je pense qu'on n'échappe pas, on n'échappe pas à la peur. C'est quelque chose qui est inscrit en nous, c'est un mécanisme de survie qui est naturel et qui est bon. Si on n'avait pas la peur, je pense qu'on serait amené à faire beaucoup de bêtises, à faire beaucoup d'erreurs, et on aurait peut-être un taux de mortalité beaucoup plus fort. Maintenant, si vous me mettez sur un terrain et vous me mettez 15 rugbymen en face, en fait, je vais avoir peur. Si vous me mettez avec 5 rugbymen de mon côté, j'aurai un peu moins peur. Vous m'en rajoutez 5, puis encore 5, on finit à 15. Bon, finalement, on est 15 contre 15. Bon, j'ai de moins en moins peur. Et enfin, vous faites de ces 15 des bons camarades. Des bons camarades, et vous vous entraînez avec eux. Donc vous les connaissez très bien. Vous avez travaillé ensemble. Vous avez appris des stratégies pour combattre l'adversaire. Vous avez appris à développer votre habileté, vos capacités musculaires, vos capacités intellectuelles. Vous vous êtes développé. Là, je vais avoir de moins en moins peur. Donc la peur ne sera pas complètement chassée de mon être, puisque je suis un être faillible, je suis un pauvre être humain. Néanmoins, le fait de partir avec mon équipe, qu'on soit tous entraînés, qu'on se connaisse tous bien, qu'on ait identifié l'ennemi, qu'on sache où on va, fait qu'on a mis beaucoup de chance de notre côté. Et ça va me permettre de reléguer la peur aux oubliettes, au vestiaire, le temps de mener ma bataille, mon match. Ne faut-il pas non plus oser? Je veux dire par là, il y a peut-être un lien entre la prudence et le courage. Le cardinal Mercier, en Belgique, disait un excès de prudence annihile le courage qui peut rester. Comment est-ce que ce courage peut justement aider en cela? Alors moi, il y a deux histoires que j'aime bien par rapport à cette histoire de surmonter les peurs. La première, c'est une histoire personnelle, puisque quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la boxe en compétition, et arrivé le jour de la compétition, à mes premiers combats, j'avais, je crois, 5 combattants prévus, et il ne se présente que 2. Et donc je me tourne vers mon entraîneur, je lui dis qu'est-ce qui se passe, il y a un problème, et mon entraîneur n'a pas du tout l'air surpris. Et en fait, il me dit non, c'est toujours comme ça en fait. Les gens ne viennent pas, les gens prennent peur. Et en fait, Mike Tyson avait cette phrase qui me fait beaucoup rire. En fait, il disait vous avez essayé, vous avez échoué, eh bien félicitations. La plupart des gens n'essaient même pas. Les gens, je pense que tout le monde, moi le premier, on est affecté par une peur, alors donc qui nous permet d'avoir donc ce que je disais, un mécanisme de sauvegarde, mais ça va aussi entraver notre volonté d'entreprendre. C'est-à-dire qu'on va se dire, je risque de perdre beaucoup, je risque de m'humilier, je risque de perdre de l'argent, je risque de me blesser. Tout ça, c'est des peurs qui sont réelles, mais qu'il faut impérativement arriver à surmonter, parce que le fait de se présenter à l'épreuve est un gain qui est incommensurable. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les jeunes entendent peu. Hier soir, je discutais encore sur Instagram avec un jeune qui veut rentrer dans l'armée, mais qui me disait j'ai peur. J'ai peur de décevoir mes parents, j'ai peur de décevoir mes proches. Et je le comprends tout à fait. Bien sûr qu'on a peur. Et tout le monde a peur. Mais il faut bien se dire que ça vaut la peine, ça vaut le coup. Et l'autre phrase que je voulais relever, c'était la phrase de René Mouchotte, qui disait qu'une audace réfléchie vaut mieux qu'une prudence craintive. C'est une phrase qui résonne beaucoup en moi, parce que quand déjà on connaît René Mouchotte, qui est un as de la Première Guerre mondiale, quelqu'un qui était très, très audacieux, comme beaucoup de ses pairs de la Première Guerre mondiale d'ailleurs, dont il est bon de se remémorer les histoires. Hein. Je pense notamment à certains de ses collègues comme Charles Lungesser, qui était un as de la Première Guerre mondiale, qui s'est fait tellement tirer dessus qu'à la fin, on devait le porter dans son avion. Il ne pouvait plus marcher.
qui s'est écrasé de nombreuses fois dans des circonstances rocambolesques. Donc c'était assez sympa. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui ne rechignaient pas, qui avaient peur, c'est certain. C'est certain. Nous, on dit d'ailleurs dans notre métier de commando que celui qui n'a pas peur, il commence à avoir un problème. Celui qui n'a pas une petite peur, qui n'a pas un petit truc, à ce moment-là, il y a peut-être un souci. Il faut avoir l'instinct de conservation doit demeurer. Néanmoins, il faut savoir le surpasser, il faut savoir aller au-delà. Et ça vaut le coup de le surpasser vraiment. Et ça, typiquement, si je devais envoyer un autre message aux jeunes, c'est ça. C'est surmonter votre peur, allez-y, tentez le coup, ça vaut la peine. Je n'ai jamais, jamais, jamais regretté de tenter les choses, même celles que j'ai échouées. Parce qu'on échoue. Ceux qui vous disent il n'y a pas d'échec, il n'y a que des machins, c'est de la pipe, c'est pas vrai, c'est faux. Quand on fait échec, on est humilié, on a honte, c'est dur, c'est douloureux, on n'en dort pas. Je vous le garantis. Néanmoins, dites-vous bien une chose, c'est que ça vaut le coup. Et que 100% des gens qui réussissent sont des gens qui ont essayé, qui ont surmonté leur peur. 100%. Si vous n'essayez pas, il est certain que vous n'y arriverez pas. Toujours dans ce livre, donc, Capitaine, Dilemme moral, c'est le titre du passage. Les djihadistes sont lucides, ils ont fait un choix, celui de mourir pour un idéal et de donner un sens à leur souffrance. Des fanatiques leur ont fourni des valeurs, l'estime de soi et une kalachnikov. Ils leur ont montré un chemin, offert une perspective et la possibilité de s'inscrire dans quelque chose qui les dépassait. Je reviens sur le terme de chemin notamment. Récemment, nous avons pu, dans cette émission, discuter avec M. Pierre Magnard, qui est philosophe chrétien, 93 ans, qui a côtoyé beaucoup de philosophes du XXe siècle en France, qui en parle dans son livre Penser, c'est rendre grâce. Il parle aussi du chemin qu'il a mené jusque-là, à travers tout le travail qu'il a dû accomplir, cette pensée philosophique qu'il a peu à peu assemblée, construite pour ses cours, et puis pour les thèses qu'il a encadrées, et puis pour son travail personnel. Il faut rétablir ici une certaine vérité par rapport à ses adversaires. Lui, c'était ses adversaires, les adversaires philosophes de la déconstruction. Il pensait notamment à Foucault, Deleuze, Bourdieu. Aujourd'hui, ce chemin, aujourd'hui en France, et par rapport peut-être à la perspective que vous voyez pour votre propre avenir, après ces 10 ans de commando, quel chemin souhaitez-vous prendre et quel chemin aimeriez-vous que la France prenne ? Déjà, j'aimerais transmettre l'idée que prendre ses responsabilités est un atout incroyable face aux souffrances de ce monde. Et je sais qu'il y a énormément de jeunes et de moins jeunes qui souffrent de leur isolement, de leur situation de famille, de problèmes d'addiction, de dépression aujourd'hui, et qui se demandent ce qu'ils font ici, en fait. Et je sais que c'est extrêmement douloureux pour beaucoup d'entre eux. J'en ai dans ma famille. Je pense que beaucoup de monde en a dans la famille. Il n'y a pas de famille parfaite. On a tous des vies un peu bricolées. Donc, je sais que tout le monde est aux prises avec ces choses-là, mais je sais que beaucoup sont un peu esselés dans ces recherches-là. Donc, je les invite vraiment à prendre des responsabilités. Et moi, c'est quelque chose que l'armée m'a appris dès le premier jour. Le premier jour, la première chose que l'on fait quand on rentre dans l'armée, et tous les militaires y sont passés, absolument tous, c'est faire son lit. Faire son lit, c'est ordonner une partie intime de sa vie, une des plus intimes, celle où on passe presque la moitié de son temps, et c'est mettre de l'ordre dans sa vie, en fait. C'est un symbole qui est extrêmement fort. Et en fait, le fait de faire ça, d'avoir cette routine-là, de faire son lit le matin, est quelque chose qui apporte énormément. Et on le néglige énormément. C'est des petites choses. Mais je pense vraiment que les petites rivières font les grands torrents, et que ça, c'est la première étape sur le chemin de la responsabilité. Je commence par mettre de l'ordre dans ma vie, et ensuite, je pourrais mettre de l'ordre autour de moi, auprès de mes proches, dans ma famille. Peut-être rappeler ce frère à qui je ne parle plus depuis des années, parler à ma mère que j'ai renié, qui m'insupporte. Des petits pas comme ça. Et je vous garantis que prendre ces responsabilités-là, je l'ai vu, ça vous fera croître en fait dans votre monde. Ce ne sera pas forcément éclatant comme on aimerait que ce soit immédiatement et qu'on renverse la table et que tout aille mieux. Ça ne marche pas comme ça. Mais clairement, si petit à petit on met de l'ordre dans sa vie, on fait son lit. Si vous faites votre lit, deux semaines après, si vous faites votre lit pendant 2 semaines plus tard, vous vous mettrez à balayer votre chambre. Et ensuite, un mois plus tard, vous mettrez de l'ordre dans votre chambre et Dieu sait où ça va vous amener. Ça va vous amener dans des extrémités que vous ne soupçonnez pas. Et ça, c'est un autre truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous ne savez pas
où les responsabilités vont vous mener. C'est une aventure incroyable. Prenez-les parce que vraiment, elles valent le coup. Moi, si la personne que je suis aujourd'hui était allée voir le gamin de 12 ans que j'étais, qui n'était pas très bon à l'école, qui préférait passer son temps à jouer aux jeux vidéo que de jouer dehors, comme me le demandaient mes parents, le gamin ne croirait pas la personne que je suis devenu aujourd'hui, clairement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne mesure pas où ça peut nous amener. Ce chemin est un chemin difficile, quotidien, de discipline, mais toutes ces petites disciplines mises les unes bout à bout avec les autres, vraiment nous portent au-delà. Une dernière question, puisque malheureusement nous arrivons au terme de cette émission. Plus exactement, j'en aurais deux. Les personnes qui nous écoutent, qui voudraient vous aider, que peuvent-elles faire? Acheter ce livre? Je ne sais pas dans quelle action vous voulez vous orienter, mais ça va peut-être s'éveiller quelques désirs, non pas de changer le monde, mais déjà de changer déjà le pas de sa porte, et puis peut-être d'avoir une réflexion un peu plus loin que ce que malheureusement notre publicité ou notre société nous pousse à croire. Enfin, comment peut-on vous aider? Est-ce que vous le souhaitez? Alors, il se trouve que je ne suis pas encore un gourou, je n'ai pas encore embrassé cette filière-là. Si les gens veulent m'aider, je les invite déjà à s'aider eux-mêmes, puisque je pense que c'est ce qui est le plus accessible pour chacun. Peut-être essayer de mettre de l'ordre dans sa vie, déjà, sa vie personnelle, sa vie intime, faire un point sur ses différentes addictions, sur le temps que l'on perd dans sa vie, sur les réseaux sociaux, à regarder Internet, à ne pas communiquer avec avec ses parents, avec ses frères et sœurs, sa famille peut-être, ou ses voisins, et puis essayer d'étendre ça, essayer de générer quelque chose peut-être à son niveau, quoi, dans son quartier, aider la vieille voisine, des choses comme ça. Moi, j'invite vraiment les gens à essayer d'agir là où ils ont une portée, là où ils ont un impact. C'est très bien de vouloir changer la planète, enfin voilà, de faire des grandes choses. Moi, je suis le premier à vouloir faire des grandes choses. Mais je pense qu'il y a énormément d'effets aussi à agir intimement dans son cercle immédiat. Alors là, cette fois-ci, vraiment la dernière question. Je vous remercie pour ce livre qui est, ma foi, j'ai trouvé à la fois très facilement lisible, on le dévore, et puis aussi très bien écrit. Quel est votre attachement à la langue française? Et il y a peut-être des auteurs que vous avez en prédilection. Et est-ce que vous avez le temps de lire dans vos opérations militaires? Je sais que ça dépend des goûts de chacun, mais quels auteurs avez-vous pu lire? Alors j'ai refait un petit peu toute ma bibliothèque. Alors je lisais beaucoup étant jeune, mais surtout des romans d'aventure, des choses comme ça. J'ai complètement arrêté tout ce qui était récit d'invention. Je trouve que les récits d'invention aujourd'hui, c'est surfait quand on sait lire l'histoire, quand on a la chance de pouvoir lire l'histoire. Donc, moi, j'invite les gens enfin voilà, si je peux faire une autre invitation, c'est d'inviter les gens à lire autant que faire se peut. Moi, j'ai pris le temps quand je pouvais. Alors, il faut être malin. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour lire. Moi, je fais pas mal de route aussi, donc j'écoute beaucoup de lecture sur Internet. Donc, je vais faire la publicité d'un site, si je puis me permettre, qui s'appelle littératuraudio.com. Je fais vraiment leur pub parce que eux ne font pas de pub. Je crois que c'est une association, donc ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils font lire à des gens des livres classiques, des grands classiques. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des livres en excellente qualité, gratuitement téléchargeables sur Internet, chapitre par chapitre. Et vous pouvez lire ça pendant que vous cuisinez, vous jardinez, vous voyagez. Enfin voilà, donc ça, ou vous faites du sport. Voilà. Donc ça, j'invite vraiment les gens à trouver leur méthode. Et puis même sur YouTube, hein, il y a parfois des livres qui sont lus. Moi, c'est une méthode que j'ai beaucoup employée. Et après, il faut aussi ne pas hésiter à essayer de lire des livres à sa mesure. Moi, je ne suis pas un grand intellectuel, hein, loin de moi cette idée. Donc moi, j'ai commencé par des tout petits livres, par des petits récits historiques sur des différentes batailles, sur différents événements de l'histoire. Mais aussi, j'ai appris à lire des gens qui vulgarisent, qui savent vulgariser. Pour moi, c'est une très grande qualité d'intelligence, qui est la capacité de rendre accessible certains auteurs. Et donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut se précipiter quand on commence à lire, parce que ça nous permet de déchiffrer des grands auteurs qui souvent ont des phrases relativement simples, mais avec des contextes un peu éloignés. Eh bien, merci sur ces quelques mots, à la fois d'espérance, ne serait-ce que qui commencera par faire son lit et puis ensuite faire le propre devant sa porte, et ensuite peut-être par lire quelques bouquins qui permettront aux auditeurs de s'ouvrir un petit peu l'esprit. Et merci pour ces mots qui nous touchent particulièrement sur cette émission, qui est fondée sur le fait de lire des livres à l'antenne. Eh bien,
Capitaine, merci beaucoup.